Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver pour ce JT Week-end. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Et des journées de sensibilisation des jeunes sur la situation migratoire actuelle et réfléchir ensemble avec les institutions nationales. C'est tenu à Tadjoura et au Mali, fin de la campagne pour la présidentielle. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Avant de développer ces nouvelles, nous allons entamer cette édition par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douali, qui a dans un entretien qu'il a accordé à l'émission Complément d'info et longuement revenu sur les nombreuses infrastructures que Djibouti a développées ces dernières années afin que notre pays reste compétitif et confirme sa place de hub régional. L'ensemble de ces infrastructures devrait être complété par un volet aéroportuaire. Où en est ce projet? Élément de réponse avec le ministre de l'économie et des finances. Ça fait partie de notre agenda, ça fait partie des priorités pour compléter tout ce qui est infrastructure de base pour permettre à la République de Djibouti de jouer son rôle de hub régional et continental, voire international. Nous avons travaillé sur toute la partie design du projet. La mobilisation a été recherchée. Il se trouve que les conditions obtenues étaient des conditions non concessionnelles et nous avons privilégié maintenant des financements sous la forme de concessionnels, voire un partenariat public-privé ou sous la forme de BOT. C'est bien avancé, les discussions avancent bien. Nous espérons d'ici à la fin de l'année avoir des résultats très concrets, Inch'Allah. Et plusieurs câbles des télécommunications atterrissent et passent par Djibouti. Notre pays tire-t-il réellement profit de son positionnement et faire des télécommunications un atout majeur dans sa quête de devenir un hub logistique incontournable dans la région? Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douali, est longuement revenu sur ces questions. Je vous propose de l'écouter encore une fois. La capacité de télécommunication représente la colonne vertébrale de l'économie de demain dans le monde entier. Dieu merci, nous avons aujourd'hui cet avantage comparatif. Maintenant, est-ce que ces infrastructures jouent le rôle pour lequel elles étaient investies? Pour moi, il y a encore de l'effort à faire au niveau de télécommunications. Il faut que d'abord les Djiboutiens soient les premiers à bénéficier de toutes ces infrastructures. On doit démocratiser, ce n'est plus un privilège, c'est une nécessité. Donc on doit démocratiser l'accès à la grande capacité, d'autant plus que nous le disposons. Deux, il faut que Djibouti Telecom et toutes ces infrastructures nous permettent de jouer le rôle de premier plan sur le plan continental, voire sur le plan international. Tous ces investissements doivent maintenant nous permettre de générer tous les milliards de dollars nécessaires pour accélérer le développement et la transformation de Djibouti. Pourquoi tout à l'heure j'ai parlé des avantages, comment dirais-je, par rapport non seulement au coût de production, mais au coût de transaction. Tout à l'heure, j'ai parlé de coût de transaction. Djibouti Telecom doit permettre à l'économie de Djibouti d'améliorer la compétitivité de Djibouti, en d'autres termes, en nous permettant, sur le plan de télécommunications, une baisse des coûts de transaction sur le télécom, au même titre que le secteur financier doit jouer un rôle dans la baisse de la cherté de l'économie de Djibouti à travers le coût de transaction. Donc, pour ainsi dire, il faut reconnaître l'effort qui est fait également quand même par l'équipe de Djibouti Telecom. Le 4G vient d'être inauguré. Le réseau de fibres optiques en République de Djibouti est en train d'étendre. Mais pour moi, personnellement, de mon point de vue, ce n'est pas encore suffisant.
Parce que non seulement Djibouti Telecom va nous permettre de baisser nos coûts de transaction, mais Djibouti Telecom et les infrastructures de télécommunication. Quand je dis Djibouti Telecom, on l'exagère peut-être. C'est tous les acteurs autour de l'économie nouvelle, c'est-à-dire l'économie digitale. Djibouti Telecom est seulement un acteur. Et tout l'environnement institutionnel doit être également vraiment revu et renforcé pour nous permettre cette transformation par l'économie digitale. Donc, ceci étant dit, l'acteur majeur étant Djibouti Telecom, beaucoup d'efforts sont faits, des investissements importants ont été réalisés. Là, actuellement, ils sont en train de travailler sur un projet qui va nous relier avec les pays de la côte Est d'AIR, le projet d'AIR. On a eu également d'autres projets qui sont arrivés. Mais nous avons une fenêtre d'opportunité qui est limitée pour le secteur des télécommunications. On ne peut pas ne pas faire en sorte à ce que nous fassions la différence et pour toujours dans le secteur de télécommunications. D'autant plus que le secteur de télécommunications sera le principal à créer le maximum d'emplois à venir pour nos jeunes. Tous les efforts au niveau mondial qui sont en train d'être menés sont autour de l'économie numérique. C'est la nouvelle économie. Et les emplois d'aujourd'hui disparaîtront, d'autres nouveaux emplois apparaîtront. Et ça sera basé sur la capacité en termes de télécommunications et technologiques d'innovation également. C'est pour cela que Djibouti Telecom et le secteur de télécom a un rôle de responsabilité ou un rôle essentiel dans ce que nous recherchons pour la République de Djibouti et de son bien-être dans les années à venir. La nouvelle réconfiguration dans la région, avec notamment la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée, a soulevé ces dernières semaines beaucoup d'interrogations, faisant craindre pour certains une délocalisation des activités d'importation éthiopiennes vers d'autres ports. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyes Moussa Douali, il s'agit des simples futilités et des craintes sans fondement. Selon le ministre, Djibouti s'est déjà préparé des telles éventualités, des rapprochements entre les deux pays et les nombreuses infrastructures développées mettent donc notre pays dans une situation confortable. On écoute ensemble les détails du ministre de l'économie dans ce volet. Une question qui fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'un seul moment, nous avons pensé que la nouvelle reconfiguration régionale n'allait pas arriver? Est-ce que l'Éthiopie et l'Érythrée, qui sont nos voisins avec la Somalie, n'allaient pas retrouver la paix ensemble et retrouver leur fraternité? On se félicite. On est très content de ce qui est en train de se passer. Parce que n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on a parlé de Djibouti et de son absence de développement pendant très longtemps, ou en tout cas d'un développement limité, c'était principalement dû à Djibouti qui se trouvait dans une région tumultueuse. Et entre autres, le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée représentait un des facteurs de cette instabilité régionale. Et aujourd'hui, si ces deux pays qui étaient en guerre ou en situation de ni guerre ni paix pendant tant d'années se retrouvent, on doit se réjouir de tous. On doit absolument se réjouir. Et on entend ici et là dire que Djibouti risque d'être les perdants. Est-ce que Djibouti, nous allons... Mais on a vécu avant ça. Avant la guerre entre ces deux pays, nous avons vécu. Et nous avons vécu dans des conditions beaucoup plus difficiles. Maintenant, nous avons généré des richesses, des ressources. Nous avons développé beaucoup d'infrastructures. Nous avons rendu, et entre autres, grâce et en particulier
du président de la République et de sa diplomatie et de son indépendance pour rendre Djibouti un acteur qui soit en tant que tel reconnu sur le plan global, mondial. Et donc, il y a eu tout ça qui a été fait. Quelles sont les conséquences maintenant? C'est là où ça va être important. Les conséquences seront positives, très positives. Les conséquences vont être également quelques compétitions par rapport à l'offre de services à l'Éthiopie. Quand j'ai dit les avantages seront nombreux, il y aura une compétition. De toutes les manières, elle devait venir. Moi, c'est là où je retiens encore une fois, je suis en train de répéter. Cette compétition, elle allait venir aujourd'hui, comme elle allait venir dans 10 ans, ou peut-être il y a 10 ans de cela. Donc aujourd'hui, on est mieux outillés. On a toutes les cartes en main. Nous avons des infrastructures qui font que nous sommes le port de choix. N'oubliez pas qu'on a encore beaucoup d'autres projets d'envergure ensemble à réaliser avec l'Éthiopie. Rien que le pipeline gazier qui est en train de se développer, il est de l'ordre de 4 milliards de dollars. Et Djibouti va être le point d'atterrissage et d'embarquement de cette ressource extrêmement importante pour l'Éthiopie. L'Éthiopie, avec une paix retrouvée, avec une économie qui gagne en dynamisme, avec une économie qui soit libéralisée de l'autre côté, avec une économie qui ait accès aux devises. Ce n'est plus 12 millions, 15 millions qu'ils vont emporter. L'Éthiopie, sur les années à venir, si leur niveau de vie augmente, aura besoin d'importer et d'exporter pas moins de 60 millions de tonnes. Voilà les économistes que nous sommes, les estimations que nous faisons. Est-ce que Djibouti peut faire face à ce trafic à venir? On ne le saura pas. L'Éthiopie aura besoin d'autres ports. De par sa position stratégique, beaucoup de grandes puissances de ce monde nourrissent d'ambition pour s'installer à Djibouti. Quelles conséquences pour le pays? Eh bien, en répondant à cette question, M. Ilyes Moussa Douali a indiqué que Djibouti restait une terre de rencontres et d'échanges. Nous la réécoutons. Djibouti, son slogan, vous le savez, terre d'échanges et de rencontres. C'est notre destin. Nous sommes une population nomade extrêmement accueillante. Et depuis nos aïeux, ceux qui ont signé, y compris les traités avec les Français quand ils s'installaient dans cette partie du monde. Donc, c'est dans notre ADN, si j'ose dire. Il y a une autre caractéristique. Et ici, je dois également le signaler. C'est la touche que le président a mis dans l'histoire de Djibouti, l'indépendance diplomatique de Djibouti. Ce n'est pas récent. C'est dès son arrivée, il a diversifié les partenariats. Et alors, nous avons noué des relations avec beaucoup de pays, de façon beaucoup plus approfondie. Pour arriver récemment à l'installation d'une base chinoise. Quand vous êtes chef d'État ou quand vous êtes responsable d'un pays et vous avez en main le destin d'une population, même la plus petite, en l'occurrence 1 million pour nous, c'est 1 million de responsabilités. Et cette responsabilité veut que nous cherchions tout ce qui est positif, légal, et chercher
tous les voies et moyens pour solutionner le problème de ces 1 million dont le président est responsable, dont nous sommes à ses côtés également. Et cette responsabilité, elle veut quoi? Chercher nos intérêts partout là où on peut trouver. Et notre intérêt, on l'a trouvé en renforçant nos relations historiques avec la France, qui est un partenaire très important pour nous, en installant des partenaires stratégiques comme les États-Unis, en installant des partenaires importants également comme le Japon, l'Italie, et enfin en installant un partenaire qui est également stratégique, qui est la Chine. Puisque nous sommes une terre de rencontres et d'échanges, faisons en sorte à ce que ceux qui peuvent se battre ailleurs ou en tout cas avoir des frictions ailleurs sur d'autres sujets qui ne concernent pas Djibouti directement puissent se rencontrer ici et s'apprendre davantage à mieux travailler ensemble. Voilà la naïveté que nous nourrissons, peut-être, mais ce n'est pas une naïveté, c'est quelque chose que nous estimons que c'est possible, peut-être à Djibouti. Voilà donc pour cet entretien du ministre de l'économie et des finances. Santé cette fois, le ministère de la Santé a procédé hier matin à l'inauguration de la Peltier qui a été remise à Neuve, accompagnée par le secrétaire général du ministère de la Santé, le Dr Salah Barreta Tourab. Le ministre a été accueilli, le ministre de la Santé, le Dr Jamal Meoki, a été accueilli à son arrivée par le directeur de l'hôpital Peltier, Hussein Mohamed Hussein, et le médecin-chef de la psychiatrie, Dr Eid Waes. De nombreux médecins-chefs de service ont également participé à cette séance inaugurale qui marque l'entrée en service de cette nouvelle aile flambante neuve de la psychiatrie. La visite guidée a été conduite par le médecin-chef Dr Eid qui a présenté au ministre les différents services ainsi que les innovations apportée dans l'aile droite de la psychiatrie. Rappelons qu'en janvier 2018, l'aile gauche de la psychiatrie avait déjà bénéficié d'une rénovation complète de 8 chambres d'hospitalisation, d'une capacité litière d'une vingtaine de lits. Il s'agit donc d'une seconde phase qui concerne des travaux de réhabilitation de 16 chambres avec une capacité de 45 lits, des 2 salles d'isolement aux normes requises et des salles de soins avec l'affectation des personnels qualifiés en nombre suffisant et en doublant la capacité litière. Ces récents travaux de rénovation de la psychiatrie s'intègrent dans une vision plus globale pour rehausser la qualité des prestations et instaurer un cadre de séjour de grand standing de nos hôpitaux. Dans son intervention, le médecin-chef, Dr Eid Waes, a réaffirmé sa pleine satisfaction quant à ces travaux de rénovation et la mise en norme standard de ces salles d'hospitalisation en saluant les efforts consentis par le ministère de la Santé. Écoutons cette fois l'intervention du directeur général de l'hôpital Peltier, Hussein Mohamed. Inauguré au niveau de l'hôpital général Peltier une nouvelle aile des services de la psychiatrie. Cette nouvelle aile, c'était une aile très ancienne que nous avons entrepris de réaménager, de réhabiliter, de changer l'ensemble à l'intérieur des chambres et d'équiper avec de nouveaux lits et de nouveaux équipements. Ceci répond à la qualité, pour répondre à la qualité des soins que nous donnons au niveau de l'hôpital général Peltier. Cette nouvelle aile comprend 16 chambres au niveau de ce service avec des salles d'isolement pour les patients agités. Sa capacité totale des lits est de 43 lits, dont il y a des chambres de catégorie pour les gens qui veulent être dans des chambres. Nous avons eu le privilège que le ministre de la Santé inaugure cette nouvelle aile et nous le remercions de sa visite pour la venue aujourd'hui et pour l'inauguration de cette nouvelle partie de la psychiatrie. Tout à fait autre chose. Conscient de la situation géographique et stratégique de la République de Djibouti dans le contexte des flux migratoires et des défis croissants rencontrés, eh bien, le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme ainsi que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport enjoint leurs efforts afin de marquer la journée mondiale de la
dignité des victimes de la traite d'êtres humains. Soutenu par le programme Améliorer la gestion des flux migratoires, qui est financé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, 3 jours de célébration vont être organisés. Les activités seront organisées par donc une société GmbH qui coordonne avec la mise en œuvre de ce programme BBM dans toute la Corne de l'Afrique. Personnalités, mais aussi les représentants des départements ministériels dans la gendarmerie nationale que je représente, vont discuter, mais aussi apporter des idées ou des solutions durables et communes pour combattre ce fléau. Quant à la gendarmerie nationale que je représente, nous allons également exposer nos missions face à cette problématique, les défis ainsi que les objectifs pour endiguer et apporter des solutions aussi pour combattre cette problématique. Et après les interventions des participants à l'atelier destiné à améliorer la situation des migrants à Tadjoura, le préfet adjoint, M. Habib Jilani, a félicité les organisateurs pour cette initiative autour du thème de la migration qui est d'actualité non seulement dans la région de Tadjoura, mais dans l'ensemble de la République de Djibouti. Tout d'abord, de vous souhaiter la bienvenue dans cette ville millénaire qui est la ville blanche. Donc, comme nous le savons tous, ce matin, nous sommes réunis au Golfe pour échanger, débattre sur les échanges des traits des êtres humains. Comme Tadjoura est le corridor où beaucoup de migrants transitent par Tadjoura, du coup, les problématiques ne manquent pas. Les différents corps qui sont présents ici font un travail remarquable. Chaque jour que Dieu les fait, nous confrontons à des problèmes des immigrants. Malgré tous les dispositifs qui ont été pris, des lois qui sont en vigueur, mais il y a des passeurs aussi qui nous échappent. Et des fois, on traite des êtres humains, des passeurs sans scrupules, qui traitent d'une manière abusive. Donc, cet atelier nous permettra d'échanger, de trouver une visu, de constater et d'analyser les problèmes au fond. Et les experts qui vont nous animer sont ici présents et je déclare l'atelier ouvert. Donc atelier qui va durer 3 jours durant. Nous restons toujours au nord du pays, à Obok notamment, où le centre du développement communautaire de la région a abrité hier, dans la matinée, une cérémonie honorifique organisée par l'association ADO en partenariat avec l'armée américaine. La journée a vu la participation du président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamad Ismail, du préfet adjoint Amin Shamsan, du président de cette association, Mohamed Moula Burhan, du sous-directeur du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport de la région, Ali Dini Mohamed, une forte délégation de l'armée américaine. D'une part, les représentants des autorités militaires et judiciaires, du chef coutumier, du représentant des associations des jeunes et des femmes pour donner force et vigueur au combat de chaque jour. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Samata Serid. Bonjour Samata. Bonjour Asma, bonjour à vous. Eh bien, on va commencer avec donc, la plus grande éclipse de lune. C'était hier soir du siècle observée à travers le monde. Effectivement Asma, dans le monde, même à Djibouti, où aujourd'hui, vendredi, il y a eu l'éclipse totale de la lune la plus longue du siècle. L'astre a pris un joli couleur brique et a fait le bonheur de nombreux admirateurs à travers le monde, en Afrique, en Europe, en Asie et en Australie. En Afrique de l'Est et surtout à Djibouti aussi, il faut dire que l'éclipse de la lune était visible à l'œil nu et les Djiboutiens étaient nombreux à scruter le ciel pour voir ce phénomène naturel. Dès l'apparition de l'éclipse, les fidèles ont convergé vers les mosquées pour une prière spéciale et de faire les doigts. Les jeunes étaient dans les rues pour chanter les louanges de Dieu. On peut dire que la plus longue éclipse totale du 21e siècle a fait rougir notre satellite, éblouissante hier des spectateurs dans le monde entier, tandis que la planète Mars, quasiment au plus près de la Terre, était pleine d'éclats. Pour une éclipse, la Lune s'est produite, il faut qu'il y ait un alignement quasi parfait du Soleil. La Terre et la Lune, notre planète, se trouvent entre notre étoile et la Lune, projetée
projetait alors son nombre sur son satellite naturel. Et la campagne pour la présidentielle de demain s'est clôturée hier soir au Mali. Effectivement, la campagne pour la présidentielle va se clôturer demain plutôt. C'est clôturé hier soir au Mali. Plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes demain pour une reconduite au président Ibrahim Boubacar Keïta, élu en 2013 après l'intervention internationale contre les djihadistes où accorde leur faveur à ses 23 concurrents dont le chef de l'opposition Soumaïla Cissé. La communauté internationale présente militairement avec la mission de l'ONU, la MINUSMA et les forces françaises stationnées au Mali. La Barkhane attend que ces élections relancent de l'application de l'accord de paix signé en juin 2015 entre le camp gouvernemental et l'ex-rébellion dominante Touareg. L'application a cumulé les retards. Tout à fait autre chose. Donc après la mort d'un Palestinien de 12 ans, un adolescent a succombé à ses blessures aujourd'hui, portant à 3 le nombre de Palestiniens tués lors des protestations d'hier. Effectivement, Asma, un Palestinien de 12 ans qui a été tué un tir dans la tête hier par un soldat israélien lors d'une manifestation qui s'est soldée par des affrontements à la frontière entre la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement de résistance Hamas, et Israël, selon le ministère gazoui de la Santé. Aujourd'hui, un autre adolescent a succombé à ses blessures également infligées par des tirs des soldats israéliens. Ces morts portent à 3 le nombre des Palestiniens tués lors de ces protestations par celle d'un homme de 43 ans, lui aussi d'une balle dans la terre tirée par l'armée israélienne, selon le ministère gazoui. Au moins 157 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début des manifestations. Et enfin, pour finir, donc pour clore l'actualité nationale, l'actualité donc carrément, un terrible incendie qui ravage la Californie depuis près d'une semaine a tué 2 pompiers. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole du service des pompiers à Calfir. Eh bien, 2 pompiers sont morts en luttant contre un incendie près de la ville de Redding, dans le nord de la Californie. L'incendie, baptisé Car, a détruit plusieurs bâtiments et menace de nombreuses maisons. Des milliers de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Les autorités ont ajouté que le brasier, plutôt baptisé Car, avait franchi le fleuve de Sacramento et a envahi la partie ouest de Redding qui compte 90 000 habitants. Le feu qui a démarré lundi a détruit une superficie de 18 000 hectares, réduit en cendres 65 bâtiments et endommagé près de 55. Près de 500 autres bâtiments sont menacés alors que le feu ne circonscrit que 3%. Merci Samantha Cyril pour ces précisions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Très bon week-end à toutes et à tous.